Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Effondrement de l'échafaudage d'un immeuble en construction sur la Corniche. Bilan 14 blessés, dont 6 graves. Le sous-préfet de Dakar Plateau a ordonné la suspension des travaux et l'ouverture d'une enquête. Vers une reprise mouvementée des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les amicales d'étudiants rament déjà à contre-courant des décisions prises par les autorités académiques. Les 6 mesures énoncées dans le cadre de la reprise des cours sont, selon ces étudiants, motivées par des considérations d'ordre politique. Diligence dans le paiement de leur pension de retraite et meilleure prise en charge médicale, c'est ce que réclament les personnes du 3e âge face à la presse. Les retraités vétérans affiliés à la CNTS ont égrené leur chapelet de doléances. Ibrahima Diop et leurs représentants, ils s'expriment dans ce journal. Et puis, remaniement imminent du gouvernement. Amadou Ba, Premier ministre, demeure à la tête de la primature. Le gouvernement de combat annoncé tantôt par le chef de l'État est-il sur le point d'être mis en place? Élément de réponse dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, l'échafaudage d'un bâtiment en construction en face de la Cour suprême sur la Corniche Ouest s'est effondré. 14 blessés enregistrés, dont 6 dans un état grave. Ils ont tous été acheminés dans différentes structures sanitaires de Dakar pour une prise en charge. Le sous-préfet de Dakar Plateau, Dr Djibi Diallo, qui était sur les lieux, a demandé la suspension des travaux et l'ouverture d'une enquête. Nous l'écoutons, il s'exprime au micro de Chérif. C'est plutôt un échafaudage qui s'est écroulé. Ce n'est pas le bâtiment n'a pas eu de problème, mais l'échafaudage qu'on avait monté s'est écroulé du 5e étage vers le bas où il y avait des personnes. Donc ce qui veut dire que c'est à l'issue de cet écroulement-là qu'il y a eu 14 blessés graves, 14 blessés dont 6 graves, qui ont été acheminés à l'hôpital, n'est-ce pas, par les moyens des sapeurs-pompiers, ensuite des SOS médecins et du SAMU, qui sont tous pris en charge au niveau des structures de santé. Donc on a été alerté par les sapeurs et quand on a été alerté, donc les secours ont été organisés à ce niveau-là. Donc il ne s'agit pas d'un immeuble qui s'est effondré, mais plutôt d'un échafaudage qui s'est écroulé au niveau de la corniche en face de la Cour de cassation. Les dispositions qu'on a prises déjà, c'est de mettre un cordon de sécurité, de prendre un arrêté pour suspendre les travaux, d'ouvrir une enquête pour voir les causes et ensuite les responsabilités et en tirer les conséquences. C'est ce qu'on avait pris, n'est-ce pas, comme disposition. À la une de l'actualité également ce soir, retour sur les 6 mesures issues de la réunion du Conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans le cadre de la reprise effective des cours, ces mesures, vous le savez, concernent les dates de reprise des enseignements et de réouverture du campus social aux étudiants. Voyons cela avec le communiqué du Conseil académique parcouru pour vous par Dissa Prera. Le Conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop a tenu une réunion ce vendredi 6 octobre 2023. Ce après avoir analysé la situation établie lors du Conseil du 12 juin dernier. Dans son communiqué, le Conseil fait savoir les différentes mesures concernant la reprise effective des enseignements au niveau de l'université. La première décision concerne la reprise des enseignements en présentiel dans les meilleurs délais. Les prestations du COUD restent cependant suspendues jusqu'à nouvel ordre. La tenue des discussions jusqu'à mi-octobre avec les amicales des étudiants au niveau des établissements afin de bâtir des consensus forts nécessaires en climat apaisé. La poursuite en distanciel des activités de remédiation ou d'évaluation pour les établissements qui le souhaitent. Et enfin, la convocation d'une séance élargie du Conseil académique au plus tard le 31 octobre 2023 pour fixer les modalités d'une reprise effective des activités pédagogiques en présentiel. Et nous restons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où les amicales d'étudiants expriment leur désaccord au lendemain de ces mesures annoncées par le Conseil académique pour la reprise effective des cours. Une reprise dont les modalités seront fixées prochainement par les autorités, mais les étudiants ne l'entendent pas de cette oreille.
Ils estiment que leur agenda d'études ne doit pas être aménagé ou suspendu à un calendrier politique. Pape Diagne est le président de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'exprime au micro de Chérif Dia. Après avoir lu le communiqué du conseil académique que nous qualifions brumeux, qui manque de clarté, nous sommes vraiment très surpris de ce communiqué du conseil académique. Parce que hier se tenait le conseil académique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au sortir de ce conseil académique, chaque doyen de chaque faculté a appelé son président amical pour lui faire un compte rendu très fidèle. Et il a été retenu que chaque faculté va adopter selon ses réalités. Alors, si aujourd'hui, un communiqué sort pour dire que un conseil académique se tiendra au plus tard le 31 octobre pour statuer sur les cours en présentiel, honnêtement parlant, ça on ne comprend plus. Comme on a l'habitude de le dire, le calendrier politique ne doit pas guider les activités pédagogiques. Il faut que les politiques nous laissent étudier. On veut étudier pour terminer l'année 2022-2023. Parlons à présent de la COSIDEP qui se réjouit de la réussite de la foire des innovations en éducation et formation. 2 jours de réflexion sur les différents problèmes et le devenir de l'école sénégalaise. De fortes recommandations ont été faites et seront transmises aux autorités. La COSIDEP invite par ailleurs les acteurs politiques à épargner l'école sénégalaise avec la présidentielle qui se profile à l'horizon. Nous écoutons tout de suite Elisabeth Massali Senghor, responsable de programme au niveau de la COSIDEP. Elle s'exprime au micro d'Alassane Modou Diop. Ce que nous pouvons retenir déjà, c'est une forte mobilisation des acteurs de la communauté éducative à travers les stands d'exposition, que ce soit les organisations syndicales d'enseignants, les ONG nationales et internationales, mais également le secteur privé qui est là à travers la RSE, ce que nous saluons. Aujourd'hui, nous avons vu à travers le stand Troquedon une forte mobilisation, ce qui est à saluer. Aujourd'hui, je pense que c'est une innovation ce stand, mais également un stand qui est dédié au parrainage. Aujourd'hui, beaucoup d'autorités hier et aujourd'hui sont venus parrainer des enfants issus de groupes vulnérables. Nous saluons aujourd'hui cette grande mobilisation solidaire autour de l'éducation et de la formation à travers le parrainage des enfants issus des groupes vulnérables. Un autre aspect positif que nous pouvons saluer, c'est la pertinence des recommandations qui a été faite à travers les 3 panels organisés sous le thème innovant des outils innovants pour un secteur éducatif performant. Donc aujourd'hui, nous avons des recommandations pertinentes que la COSIDEP va capitaliser et remettre aux autorités compétentes. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on s'en va vers des échéances électorales et la COSIDEP lance un appel à l'endroit de tous les acteurs politiques pour que l'école soit épargnée. Face aux difficultés rencontrées dans la perception de leur pension de retraite, les retraités affiliés à la CNTS manifestent leur ras-le-bol. Au micro de nos reporters, ils ont énuméré une série de mesures qu'ils souhaitent concrètes. Parmi celles-ci, une célérité, une assiduité dans le paiement de leurs droits ainsi qu'une meilleure prise en charge médicale. Ibrahima Diop est président de l'association des vétérans de la CNTS. Il nous en dit plus au micro de Layanne. Nos difficultés, d'une manière générale, c'est d'abord, dans un premier temps, le retard des paiements au niveau des allocations. Parce qu'il n'est pas normal qu'un retraité reste jusqu'au 15 sans percevoir, alors qu'il y a d'autres charges qui l'attendent. Vous savez que la plupart des retraités aujourd'hui entretiennent leur famille, parce qu'ils n'ont pas d'enfants qui puissent travailler pour les aider. Donc, si on pouvait rapprocher la date de paiement jusqu'au 5, mais ce serait mieux. Sur le plan des médicaments aussi, c'est la prise en charge médicale des retraités. Certes, nous avons un médecin-chef qui est très brillant, mais son problème, c'est qu'il y a des médicaments que l'IPRES ne fournit pas. Vous savez que les vies sont tellement vulnérables, s'il faut payer une ordonnance qui dépasse presque la pension, ça devient difficile. Donc, ce que nous demandons, c'est que les pharmacies soient bien alimentées pour que les vieux que nous sommes, nous puissions vraiment être en mesure de nous faire soigner. Merci.
Allez, politique à présent avec le Sénégal dans l'attente d'un nouveau gouvernement après que le chef de l'État Macky Sall a mis fin aux fonctions des ministres ce vendredi. Le Premier ministre Amadou Ba, vous le savez, a été reconduit à la tête de la primature. Il y aura passé un an, lui qui nous annonçait un gouvernement de combat, un combat loin d'être gagné face à la vie chère, l'immigration irrégulière, mais aussi et surtout les troubles politiques vécus cette année. Une lecture de Chertidiane Diaw. Le Sénégal, pratiquement 3 ans après renouer avec le poste de Premier ministre. Le 17 septembre 2022, Amadou Ba est porté à la primature dans un contexte difficile sur le plan social, marqué par une inflation généralisée pratiquement sur le marché. Amadou Ba met en place une équipe de 38 ministres pour relever les défis annoncés par le chef de l'État, à savoir rendre plus efficace l'action du gouvernement. Un gouvernement de combat pour s'attaquer aux problèmes des Sénégalais. C'est ainsi que des concertations sont appelées sur la vie chère au lendemain de la formation de ce gouvernement avec la mise en place de 11 décisions pour alléger le coût de la vie. Certaines denrées de première nécessité ont relativement connu une baisse que beaucoup de commerçants ont plus ou moins appliquée. Un nouveau décret sur la baisse des loyers à usage d'habitation a également vu le jour. Des mesures pas très impactantes sur le quotidien des Sénégalais, puisque près d'un an plus tard, la vie est devenue plus chère, l'eau et l'électricité pareil, le loyer de plus en plus inaccessible. À cela s'ajoute le phénomène de la migration irrégulière qui a pris une ampleur jamais égalée entre l'Espagne et Nicaragua, destination de milliers de jeunes qui bravent la mort sur terre et mer. Beaucoup de remous également sur le plan politico-judiciaire dans ce premier gouvernement d'Amadou Ba. Il a eu à faire face aux émeutes du mois de juin 2023 qui ont occasionné beaucoup de morts et de dégâts matériels suite à la condamnation d'Ousmane Sonko pour corruption de jeunesse dans l'affaire Adji Sarr. Des événements qui ont abouti à l'arrestation du leader de PASTEF et la dissolution de son parti. Le premier gouvernement d'Amadou Ba a aussi été marqué par une instabilité notoire. Le Premier ministre, après le départ des ministres de Rewmi d'Idrissa Seck, s'est vu confier les départements des sports et de l'élevage. Il en est de même pour le département de l'agriculture depuis la démission d'Aly Ngouille Ndiaye. Allez, parlons à présent du rejet de la requête en référé d'Ousmane Sonko par la Cour suprême, une décision qui ne surprend pas Aïda Mbodj. La présidente de l'Association nationale pour la démocratie estime qu'il s'agit là d'un acharnement visant à écarter définitivement l'opposant de la présidentielle de 2024. Aïda Mbodj a fait cette sortie en marge de la présentation de sa fiche de parrainage à ses militants de Touba et Mbaké. Nous l'écoutons. Le président Macky Sall voulait en faire une contrainte, voulait en faire un obstacle, mais nous avons réussi à transformer cette contrainte en opportunité, ce qui est heureux parce qu'effectivement les gens adorent le chiffre 28. Nous avons des difficultés, nous on a rétréci nos libertés. 1500 détenus sont en prison pour délit d'opinion. On a tué des personnes. On a utilisé des nervis, toutes sortes de choses qui doivent faire reculer une opposition. Mais nous ne sommes pas une opposition frileuse, ni une opposition peureuse, et nous continuons de nous battre. Ce qui se passe aujourd'hui avec la floraison de candidatures devait le faire revenir à la raison. Parce que si on élimine un candidat légitime, si on élimine un candidat qui porte l'espoir, qui cristallise l'espoir de sa jeunesse, l'espoir des jeunes du Sénégal, je pense que vous ne pouvez avoir effectivement qu'une pléthore de candidatures qui ne dit pas son nom. Parce que nous ne savons pas si ce sont ses propres candidats ou bien des candidats qui sortent de nulle part. Bambey a célébré la journée internationale des animaux. Alors, parmi les mesures pour l'amélioration de l'élevage des équidés figure en pole position la réhabilitation des fourrières municipales, mais aussi la construction de hangars. Des recommandations de l'Union régionale des associations paysannes de Diourbel. Le compte-rendu est signé à Babacar Diouf et Nangouniaï. Cette journée dédiée aux animaux a servi de prétexte à l'Union régionale des associations paysannes de la région de Diourbel pour étaler ses projets en faveur des équidés. La sensibilisation
sur l'alimentation, la sensibilisation sur la santé, mais aussi de faire des points de mettre en place des points d'eau, de réfectionner aussi les fourrières et puis et aussi de mettre aussi des abris pour les animaux. Un bon élevage des équidés passera nécessairement par la mise en application de l'arrêté interministériel, pense Rougiatouka, responsable plaidoyer Brok Afrique. C'est la mise en application de certaines dispositions liées à l'arrêté interministériel, comme l'éclairage des charrettes, comme les livrets sanitaires, comme le suivi avec le SDL pour l'acquisition des certificats d'aptitude et lutter contre la surcharge, lutter contre les petits-enfants qui conduisent les charrettes et qui causent vraiment beaucoup de dégâts matériels et beaucoup de pertes au niveau des équidés. La commune de Bombay, lieu de célébration des activités liées à cette journée du 4 octobre, ne ménagera aucun effort pour la bonne tenue de ces animaux sur l'espace communal, rassure le maire Hassan Dia. Et nous nous intéressons à présent à une organisation qui célèbre ses 75 ans d'existence et ses 3 décennies de présence au Sénégal. Il s'agit de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Alors, ses objectifs, produire et mettre à la disposition des autorités des données scientifiques pour une meilleure gestion de nos ressources, mais ce n'est pas tout. L'UICN s'attelle aussi à la formation du personnel de la direction des parcs nationaux et des services des eaux et forêts. Nous écoutons tout de suite Nana Toureissi, directrice régionale de l'UICN, qui nous fait découvrir cette institution au micro de Lisa Prera. 4 piliers que nous avons définis sont en phase avec les enjeux stratégiques en matière de biodiversité dans le monde aujourd'hui, et plus particulièrement en Afrique centrale. Le premier couvre essentiellement la gestion des aires protégées, qui œuvrent pour la gouvernance régionale de ces aires-là et leur sécurité. Ce qui est un enjeu important aujourd'hui, notamment dans les zones du Sahel. La deuxième thématique stratégique couvre le marin et le côtier, qui œuvrent pour la gestion durable des forêts et des mangroves et l'utilisation durable des ressources marines. Campagne de restauration de la mangrove dans la région de Sédhiou, une initiative de l'association Green Sédhiou qui répond à 2 impératifs. D'abord, la lutte contre la rareté du poisson et des ressources halieutiques et ensuite la diminution de la salinité des rizières qui constitue une réelle entrave à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Henri Bakary Conté et Khalid Diamé pour les détails. Pour lutter contre la rareté du poisson et l'avancée de la langue salée dans les rizières, l'association Green Sédhiou et les jeunes de Sandiniéry dans la commune de Karantaba ont mené des journées de reboisement de la mangrove. Et c'est une fierté pour moi de venir donc reboiser des mangroves au niveau donc de la berge du fleuve de Sandiniéry. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a pratiquement des rizières qui sont au bord du fleuve. Et le constat fait montre que ces rizières ont pratiquement perdu donc leur propriété, c'est-à-dire c'est des rivières qui sont infectées par le sel et cela montre encore une fois que le fleuve est en train donc d'avancer et ce qui fait que avec le temps on risque de perdre toutes ces rizières. Donc ce qui urge, il est impératif que tout un chacun se lève pour au moins reboiser des mangroves pour au moins que ces plantes puissent fixer le sol, empêcher le sel de progresser et aussi absorber donc certaines quantités de sel. Le parrain de ces journées de reboisement, Fossar Soané, invite les jeunes à faire le suivi. Donc nous les félicitons et nous les encourageons surtout à poursuivre, à évaluer, mais également à encadrer ces zones. Parce qu'il y a toujours les pêcheurs qui essaient de pêcher dans les zones, mais qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas sensibilisés. Mais il reste maintenant à la jeunesse de pouvoir se rapprocher de ces zones, de temps en temps faire des visites, mais également de voir l'évaluation, le nombre de propagules qu'on a pu planter, quel est le nombre qu'on a eu qui a réussi, et voir dans l'avenir comment on peut vulgariser la chose. Rappelons que l'association Green Sédhiou a démarré une vaste campagne de restauration de la mangrove. Cette année, plus de 150 000 propagules d'un
mangroves ont été plantés dans les communes de Sédhiou, Goudomp, Djibanar, Simbandi Balante, Marsassoum, entre autres, Sandiniéry dans la commune de Karantaba. Et nous poursuivons l'actualité dans le domaine de l'environnement avec ces mesures salutaires envisagées par la municipalité de Kafountine dans le but d'en faire une ville verte. Ce village de pêcheurs, vous le savez, est connu pour ses activités d'enfumage de produits halieutiques, des activités toutefois néfastes pour l'environnement dans la mesure où les tonnes de bois de chauffe utilisées dans les activités d'enfumage sont obtenues après destruction d'arbres de la forêt. Ceci a un impact direct sur le climat et engendre par ricochet une avancée fulgurante de la mer. Kafountine a décidé de lutter contre ce phénomène en développant un portfolio de projets plus respectueux de Dame Nature. Lamine Ba et Lamine Borgnan, reportage. La commune de Kafountine participe à la destruction de l'environnement en utilisant plus de 70 tonnes de bois de chauffe par jour dans l'enfumage des produits halieutiques. Mais elle subit en même temps les conséquences des changements climatiques à travers l'érosion côtière. La commune, consciente de l'urgence de la situation, a décidé d'agir en déroulant un portefeuille de projets. L'objectif est de faire de Kafountine une ville verte. Il s'agit des fermes agricoles scolaires bio-énergétiques. Il s'agit également de projets de foyers améliorés pour réduire ou sinon éliminer l'usage de bois ici, mais également un projet de reforestation de la mangrove. Kafountine a 91% de sa partie qui est insulaire. Les autres villages ils ne tiennent que sur une bande de terre. Alors c'est pourquoi avec en tout cas les acteurs de lutte contre les changements climatiques, nous nous sommes tournés vers ces acteurs pour que vraiment cette urgence soit réglée et que tout soit transformé en opportunité. La commune compte travailler à la réussite du modèle pour le dupliquer ailleurs. Nous voulons faire de ce projet, nous voulons nous servir pour en faire un projet pilote au Sénégal. Quand ça réussit, nous allons le déployer au niveau national et au niveau de la sous-région. La mise en œuvre d'un tel projet nécessite beaucoup de ressources. C'est pour cette raison qu'une visite guidée a été organisée par la municipalité pour convaincre le partenaire à appuyer le projet. Ousmane Falsar, manager de Alcott Sénégal. C'est une co-construction que nous sommes en train de faire avec la collectivité, avec toutes les parties prenantes pour pouvoir évaluer les financements nécessaires, faire les études techniques qu'il faut, avoir les bonnes solutions qui pourront nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et nous comptons finaliser ces études-là d'ici la fin du mois d'octobre, afin qu'on puisse avoir une requête déjà finalisée à soumettre aux partenaires durant la COP28 à Dubaï. La municipalité de Kafountine, à travers ce projet de ville verte, veut aussi générer de l'emploi chez les jeunes pour lutter contre l'immigration clandestine. Lamine Ba, merci. L'actualité sportive à présent avec le deuxième tour des éliminatoires à la Coupe du Monde U20 féminine. À domicile, au stade Lat Dior, le Sénégal a battu le Bénin sur le score de 2-0 au match aller. Foot toujours, la 3e édition du tournoi de la Poste a vécu. Les agents du centre de tri sont vainqueurs devant une sélection d'agents de Dakar à l'issue d'une séance de tir au but. À l'occasion, la marraine de cette édition, Mame Fatou Dioum, rappelle le rôle important du sport pour fédérer les travailleurs d'une société qui en a besoin. Nous l'écoutons au micro d'Amadouba. Petit souci urbaine. 6 au HLM Padoua, elle est inaugurée. C'est un événement important pour nous parce que tout le monde sait les tensions qu'on vit au sein de notre entreprise. Ce n'est pas facile. Les postiers sont en train de se démener chaque jour pour sortir la tête de l'eau. Dans cet esprit-là, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour mettre en avant les valeurs sportives qui permettent l'épanouissement de tout travailleur, mais aussi profiter de cette occasion pour demander à tous les postiers de se donner la main, de travailler ensemble, d'être une famille. Donc ça fait plusieurs années aussi qu'ils ont l'envie d'avoir un terrain qui leur est propre. Nous avons le foncier nécessaire pour le faire.
Et nous espérons que M. Mohamed Diaité, sous son magistère, nous mettra les moyens nécessaires pour acquérir ce terrain-là et pouvoir jouer dans notre propre terrain. Allez, nous passons au basket à présent. La finale de la Coupe du maire de Dakar se déroule actuellement au stadium Marius Ndiaye. Elle oppose le Dakar Université Club à l'AS Ville de Dakar et vous aurez certainement les résultats de ce match de basket dans nos prochaines éditions. Pour terminé, on parle culture urbaine avec l'inauguration de la place des cultures urbaines, une place érigée aux HLM Padoua, inaugurée donc par la mairie de Dakar, une infrastructure qui entre en droite ligne des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et cherche à lutter contre l'oisiveté chez les jeunes. Le compte-rendu est signé Chersadi Boudjara et Modou Diop. Dakar étrenne sa première place des cultures urbaines. Sise au HLM Padoua, elle est inaugurée après 7 années de travaux. La place des cultures urbaines est composée d'un skatepark, d'un lieu de concert, d'un espace réservé aux arts du déplacement, d'un restaurant, d'un co-working space, d'un espace de détente pour les jeunes et de 2 tribunes pour le public et d'un parking de 700 mètres carrés. Elle allie sport et culture dans un modèle architectural innovant et se veut un haut lieu de mixité sociale. Le sport et la culture apparaissent ainsi comme 2 leviers inextricablement mêlés qui définissent l'identité et la marque d'une ville. Notre capitale a pour ambition de refléter cette image. À l'accès gratuit, la place des cultures urbaines offre de nombreux avantages et opportunités à la jeunesse. Ces activités tournent essentiellement autour des rubriques suivantes. Pratique du skateboard, du roller et du BMX et des sports connectés. Lieux de vie et de promenade. Concerts et événements culturels. Espaces verts. Lieux de détente. Formation aux différentes techniques du sport urbain. Fora urbain sur les sujets liés à la citoyenneté. À terme, la place des cultures urbaines va permettre, entre autres, la professionnalisation des pratiquants des sports urbains, la formation et l'accès à ces sports et la création d'emplois. La lutte contre l'oisiveté des jeunes, la création d'espaces fédérateurs et créateurs de liens sociaux. Grande bénéficiaire de l'infrastructure, la famille du roller et du skate ne cache pas sa satisfaction. Nous vous remercions vivement. Le skate est venu avec ses trophées et ses médailles pour encore dire merci au maire de Dakar. L'inauguration de la place des cultures urbaines s'est tenue dans une ambiance très rythmée au son d'un groupe Asiko de Grand Yoff. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente fin de week-end.